BFM Business, Intégral Placement, les réponses aux questions. Ah oui, c'est le sacro-saint moment d'Intégral Placement, le moment où toutes vos questions trouvent leurs réponses, les réponses de nos experts. Aujourd'hui, Jean-Philippe Dubosc pour toutsurmesfinances.com. Vous êtes prêt, Jean-Philippe? Je suis prêt, Guillaume. Et Christian Fontaine pour le magazine Le Revenu. Prêt, Christian? Prêt. C'est parti. Avec cette question d'Yves. Nous demande Yves s'il est vrai qu'après une rupture conventionnelle, les rachats effectués sur un contrat d'assurance vie ne sont pas imposés. Jean-Philippe. Oui, alors avant de répondre à la question, il y a une mesure qui n'est pas connue. C'est que quand vous êtes licencié, vous pouvez effectivement faire un rachat qui est non imposé. Alors, il y a plusieurs conditions. Il faut que ce rachat ait lieu dans les 12 mois suivant votre licenciement économique. Il faut également que vous soyez inscrit à Pôle emploi et il faut que vous n'ayez pas encore trouvé du travail. Cette mesure s'applique également à votre conjoint, si c'est votre conjoint qui a été licencié. Donc je pense que Yves, il y a eu une petite méprise. C'est vraiment pour le licenciement économique. La rupture conventionnelle n'est pas concernée puisque il y a exonération fiscale pour licenciement économique puisque c'est une séparation contrainte. Alors que dans la rupture conventionnelle, je le rappelle, c'est un accord entre l'employeur et le salarié. C'est pas un départ subi. Donc vous pouvez bien sûr effectuer un rachat, mais il sera fiscalisé de la même manière voilà, qu'un autre rachat lambda. Voilà, l'un des rares défauts de la rupture conventionnelle, c'est que les rachats effectués sur un contrat d'assurance vie sont quand même imposés. Exactement. Enfin, ça pèse pas lourd à côté des autres enjeux qu'il y a par ailleurs. Cette autre question à présent de Marie-Christine. Marie-Christine a versé l'an dernier 5 000 € à un petit-fils pour l'aider à boucler son budget. Puis peut-elle maintenant déduire cette somme, 5 000 € donc, de ses revenus? Et oui, c'est bientôt la déclaration des revenus 2015 oui. Et donc on commence à avoir des questions fiscales. Alors, la question simple, mais réponse délicate, car l'administration fiscale a toujours refusé de donner une réponse générale à ce type de questions. L'administration, en fait, juge au cas par cas. Seule certitude, si vous déduisez une pension alimentaire de vos revenus, cela attire les regards du fils, d'autant plus si c'est un grand-père ou une grand-mère qui déduit une somme versée à un petit enfant. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut vraiment, pour profiter d'un avantage fiscal, que ce petit-fils, cette petite-fille, soit dans le besoin et qu'elle ne se soit pas mise elle-même dans le besoin. Je m'explique. Si vous financez un petit-fils qui fait des études de BTS, entre guillemets, études normales, a priori, le fisc devrait l'accepter. Par contre, si vous financez des études aux États-Unis, on ne peut pas dire que ce soit des études relativement classiques. Ou si vous financez un petit-fils qui a 27 ou 28 ans et qui est en post-doctorat, là, le fils risque de considérer que sur le plan fiscal, vous ne pouvez pas déduire cette somme de vos autres revenus. Ah oui. Deuxième condition, il faut que les parents soient aussi dans une situation de besoin. Normalement, l'aide alimentaire sont les parents qui doivent, je dirais, assumer les dépenses de leurs enfants. Donc, si être dans le besoin, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, que les deux parents sont au chômage et donc ne sont pas dans une situation pécuniaire telle qu'ils peuvent financer les études de leur enfant. Enfin, autre point, ça peut rester subjectif malgré tout. Ça reste très subjectif. C'est pour ça que c'est du cas par cas et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Donc j'aurais tendance à conseiller à Marie-Christine que oui, elle peut déduire cette somme qui est donnée à son petit-fils, mais c'est deux conditions. Un, son petit-fils doit être dans le besoin et ses parents ne doivent pas avoir les moyens financiers de l'aider. Autre certitude, si elle déduit une somme, cette somme doit bien sûr être déclarée par l'enfant. D'accord. Et la déduction est plafonnée à 5 726 €. Donc conclusion, prudence. Il y a de plus en plus de solidarité intergénérationnelle, mais sur le plan fiscal, il n'y a pas forcément toujours un avantage à la clé. Et attention, le fisc n'a jamais donné de réponse générale, donc c'est du cas par cas. Il va falloir le créer cet avantage quand même, parce que c'est vrai que les jeunes générations ont plus de besoins financiers que les anciennes qui... Beaucoup de retraités sont déjà propriétaires, voilà, ils n'ont plus de ce type d'interrogation. Il faut peut-être aider davantage ces petits-enfants aujourd'hui. C'est ça la grande problématique et c'est peut-être à l'administration aussi de faire un effort pour encourager ces donations intergénérationnelles. Oui, et puis là en plus il y a les arrière-grands-parents. Enfin, le problème de la génération intergénérationnelle, c'est que c'est des grandes générations maintenant. C'est-à-dire qu'il faut toujours aider les jeunes. Il faut même aider quelquefois les parents. Enfin là je me mets à la place des grands-parents parce que des fois c'est un peu difficile. Et puis quelquefois il faut qu'ils aident également leurs propres parents. Donc ça fait une longue chaîne de solidarité. Mais il peut y avoir des donations aussi. Marie-Christine peut faire une donation en exonération
total d'impôts à hauteur de 31 165 euros de mémoire. Donc là, il n'y aura aucun droit. Par contre, elle voulait plus. Ah oui, elle voulait se donner et surtout déduire pour elle-même, réduire ses impôts. Donc là, transmettre sans payer d'impôts, c'est faisable. Transmettre tout en diminuant ses impôts, c'est encore autre chose. Avec des conditions que vous avez décrites, mais c'est possible. Voilà. C'est possible. Il y a une notion de besoin. Sous condition, une notion de besoin au niveau de l'enfant et une notion, je dirais, entre guillemets, de difficulté financière des parents. Question d'André à présent. Alors André, lui, il envisage de vendre un terrain, non pas à un particulier, mais à un promoteur immobilier. Il se demande si les modalités de vente à un promoteur sont particulières, justement, sont différentes. Eh ben André, vous faites bien de vous poser la question parce que oui, elles sont différentes, oui, elles sont particulières. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc il y a un avant-vente classique comme pour les particuliers, à part que si vous le signez avec un promoteur, eh ben les délais sont plus longs. C'est-à-dire qu'en gros, entre la signature du compromis de vente ou de la promesse unilatérale pour les particuliers, c'est 2 à 3 mois. Là, ça peut aller jusqu'à 18 mois. Ah oui. Voilà, ce sont des... On peut s'en passer des choses en 18 mois. Exactement, ce sont des actes qu'il faut impérativement signer devant notaire dans le cas du promoteur. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, vous êtes engagé. C'est-à-dire que André, il est vendeur. Donc que ça soit dans le cas d'une promesse unilatérale ou dans un compromis de vente, il est engagé donc en gros pendant 18 mois. Alors rassurez-vous, si ça n'aboutit pas, puisque souvent en fait effectivement il y a une clause substantive qui est déterminée par rapport à l'obtention ou non du permis de construire. Donc si par exemple le promoteur n'a pas le permis de construire, vous serez quand même indemnisé. Oui, donc si c'est, il aura perdu 18 mois quand même. Hein. Il aura perdu 18 mois et il n'aura pas pu vendre en plus, c'est ça. C'est-à-dire que s'il lui arrive quelque chose, il est coincé. Il ne peut pas vendre à quelqu'un d'autre. Donc juste effectivement, la compensation financière, elle est de 5% du prix de vente dans le cas de la promesse unilatérale et elle est entre 5 et 10% du prix de vente pour un compromis de vente. Bon voilà, donc c'est un contexte toujours un peu particulier de vendre un terrain à un promoteur et non pas à un particulier. Ça prend plus de temps, 18 mois vous nous disiez entre les deux signatures. Ça peut atteindre 18 mois. D'une façon générale, quand on vend un terrain à bâtir, ça prend toujours plus de temps qu'un bien lambda, qu'une maison, un logement. Bon après, est-ce qu'on peut espérer vendre plus cher à un promoteur qu'à un particulier? Peut-être que c'est ça l'intérêt, non? Je sais pas, il faut inviter, vous proposez la question à un promoteur. Ah ben on va le faire. N'importe quoi. Cette question oui. Hervé nous interroge lui aussi. Il nous demande si je consens un prêt à mon fils pour qu'il achète un appartement, pourra-t-il, mon fils, déduire les intérêts dans la mesure où il va louer le bien? Alors, nouvelle question effectivement étroitement liée à la déclaration de revenus que vous allez faire d'ici quelques semaines. Alors oui, un bailleur a le droit de déduire de ses loyers les intérêts qu'il paye et pas uniquement les intérêts bancaires, à condition bien sûr d'apporter la preuve du paiement des intérêts et du paiement régulier des échéances. Donc je ne vois pas de raison de priver le fils d'Hervé de la déductibilité des intérêts, déductibilité sans limite de montant et sans limite de durée. Alors bien sûr, les intérêts qui sont déduits par l'emprunteur doivent être déclarés par le prêteur dans la catégorie dans la rubrique des revenus de capitaux mobiliers. Donc là, ils seront taxés, soumis à la progressivité de l'impôt sur le revenu, plus aux prélèvements sociaux. Donc mon conseil, tout de même, il faut être prudent dans ce type de cas, c'est de faire enregistrer ce prêt familial auprès des impôts. Alors cela coûte 125 €, mais comme ça, vous aurez un document qui va attester de l'existence du prêt. Et il faut bien sûr aussi toujours conserver les relevés bancaires qui vont là attester du fait que les versements ont bien été réalisés. Donc voilà, tout de même une bonne nouvelle pour Hervé, il va pouvoir déduire les intérêts de ses loyers. Et puisqu'on est dans cette période bénie de déclaration de nos revenus, pas mal de questions encore. Celle de Denise. Mon fils a fait un stage pendant 4 mois en 2015. Dois-je mentionner les indemnités qu'il a perçues dans ma déclaration de revenus? Alors j'imagine, Denise, que si vous vous posez la question, c'est parce que votre fils est encore attaché à votre foyer fiscal. Alors Denise, il y a une bonne nouvelle là aussi. C'est
savez, depuis la loi du 10 juillet 2014 sur l'encadrement des stages, les gratifications, vous savez, c'est ce qu'on dit, donc c'est pas du salaire, hein, c'est des gratifications de stage, eh bien bénéficient d'une exonération d'impôts. Alors, juste, il y a eu une petite précision en fait par le Conseil d'État, parce que jusqu'à présent, en fait, l'administration fiscale considérait que cette exonération d'impôts s'appliquait aux conventions de stage qui étaient signées depuis le 1er septembre 2015. Or, donc le Conseil d'État a précisé que non, effectivement, la loi est entrée en vigueur le 12 juillet 2014 et que donc ça s'appliquait aux stages qui étaient signés à partir du 12 juillet 2014. Donc Denise, décidément une bonne nouvelle. Votre fils, puisqu'il a fait son stage en 2015, vous rentrez dans l'exonération d'impôts. Christian. Là aussi, la matière paraît très simple. En réalité, tout dépend en fait de la nature du revenu du jeune qui fait ses études. C'est vrai que si c'est un job étudiant, un job d'été par exemple, si c'est un revenu d'apprentissage, une indemnité de stage, une bourse d'études pour un post-doctorant, ben, tout ça, le traitement fiscal n'est pas forcément le même. Il y a des plafonds, donc il faut se renseigner. C'est du cas par cas. C'est une matière très pointue. Ça paraît simple, mais en réalité... Bon. Et si vous faites un stage non rémunéré, c'est exonéré d'impôts. Voilà. Et pour que ce soit encore plus simple, vous lisez le revenu. Hein, tous les allez, à chaque fois, il nous faut facile, hein. Voilà. C'est bon. Question de Benoît à présent. Benoît est propriétaire d'une maison en indivision, tiens, avec sa sœur et son frère. S'ils leur rachètent leur part, quels seront les frais de notaire, nous demande Benoît. Alors, prenons le cas le plus classique. En fait, les parents de Benoît ont donné cette maison à l'occasion d'une donation en partage, donc à Benoît, sa sœur et son frère. Donc, dans ces cas-là, si Benoît veut racheter les parts d'un frère ou d'une sœur, eh ben, il va payer des droits de partage à 2,5% auxquels il faut rajouter les émoluments du notaire, 1%, ça fait 3,5 au total. Alors ensuite, la question qui se pose, c'est quelle est la base taxable, sur quelle base on applique ce fameux taux, et là ça se complexifie un tout petit peu, parce que si l'opération ne fait pas cesser l'indivision, la base taxable, c'est uniquement la valeur des parts qui change de main. Si elle fait cesser l'indivision, c'est la valeur totale du bien. Et on pourrait encore un petit peu complexifier les choses, parce que qui va payer? Est-ce que ça va être uniquement l'acquéreur des parts, ou est-ce que ça va être tout le monde? Ben, en réalité, il peut, la charge peut être définie de façon conventionnelle, donc selon les cas, les frais sont soit à la charge de l'acquéreur, soit partagés moitié-moitié. Donc en fait, ça paraît très simple, comme ça il y a une indivision, on veut en sortir. En réalité, qui paye quoi? Quels sont les frais de mutation? Eh ben, il faut prendre rendez-vous chez son notaire, parce que tout dépend de l'origine de l'indivision. Tout dépend si après l'indivision, si après le rachat des parts, on reste en situation d'indivision ou non. Tout dépend aussi de l'accord entre les parties. Donc, un seul conseil qui peut s'appliquer à tous les auditeurs sur ce type de thématique, prendre rendez-vous avec son notaire. J'en profite pour remercier Paul-André Seurat, qui est notaire dans Paris 17e, qui m'a remis à jour mes notions sur cette question très simple, mais en pratique très complexe. Vous a corrigé, quoi. Il m'a remis à jour. Je vous ai taquiné tout à l'heure, là, vous me coincez, là. C'est compliqué, ça n'arrête pas de changer aussi. En plus, ça n'arrête pas de changer, c'est en cours de changement, donc... Bon, la baisse des frais de notaire dont on parle, qui entrera en vigueur le 1er mai, ça va pas avoir véritablement d'impact pour ces questions-là. Non, l'essentiel, ce que le grand public appelle les frais de notaire, c'est des droits d'enregistrement, c'est des taxes en fait. Donc effectivement, la baisse de 1 ou 2% des émoluments du notaire, de certains, effectivement, ça va pas changer la donne. Cette question de Françoise. Françoise loue des chambres d'hôtes. Que doit-elle faire si ses locataires refusent de payer la taxe de séjour? Elle n'est pas la seule à nous envoyer cette question. Ouais. Alors, pour rappel, la taxe de séjour, elle est fixée par nuitée. Elle varie d'une commune à l'autre et elle doit être payée par le vacancier qui loge dans un hôtel, dans un meublé de tourisme ou justement dans une chambre d'hôte. Françoise, donc vous avez bien raison de vous poser cette question. Eh ben Françoise, si vos locataires refusent de payer la taxe de séjour, eh ben vous devez avertir votre mairie dans les 8 jours et adresser une demande d'exonération au juge du tribunal d'instance du secteur. Et si vous voulez pas engager ces démarches-là, et Françoise, vous allez être de votre poche. Ça va être vous qui allez devoir vous acquitter de la taxe de séjour. Après, peut-être que Françoise aurait pu avertir ses futurs clients qu'ils devraient, en plus du prix de la chambre, payer la taxe de séjour, même si bon, ils pouvaient s'en douter, mais voilà, il y a aussi une question d'information et de transparence dans les informations qu'on livre à ses clients avant de... Oui, c'est vrai que de toute façon, la transparence, d'une manière générale, c'est toujours bien. C'est sûr. Marie nous écrit aussi, elle nous demande ce que deviennent les parts de SCPI lors d'une succession. Sont-elles obligatoirement vendues ou peuvent-elles être
partagée entre les héritiers, Christian? Alors les parts de SCI rentrent dans l'actif successoral, elles sont soumises au droit de succession à taux progressif au-delà donc de l'abattement qui est de 100 000 € entre parents et enfants. Ouais. Alors, à la différence d'un PEA, par exemple, ou d'un contrat d'assurance vie qui ne peut pas être transmis, les parts de SCI peuvent être transmises aux héritiers. Un petit point sur lequel il faut faire attention, il peut y avoir des frais de gestion prélevés par la société de gestion de la SCPI parce qu'il y a le changement du titulaire, donc des propriétaires de parts, d'où parfois des frais administratifs. Mon petit conseil, c'est toujours d'acheter un nombre de parts qui correspond à un multiple du nombre des héritiers, ce qui facilite le partage le moment venu. Mais donc oui, les parts peuvent être transmises aux héritiers. Mais attention aux frais qui pourraient en effet grever un peu le rendement. Là, aux frais qui peuvent être, mais les frais, on parle de quelques dizaines, voire maximum quelques centaines d'euros qui sont prélevés une fois au moment, je dirais, dans les livres de compte de la société qui gère la SCPI, le nom de monsieur ou madame est barré et on y inscrit le nom du... Enfin, ça s'ajoute aux frais de gestion, à la SCPI, beau rendement, mais des frais aussi qui sont attachés. Il faut toujours parler de frais quand on parle de SCPI. Vous avez raison, il y a des frais sur versement importants autour de 10%, il y a des frais de gestion qui sont prélevés chaque année, voire parfois des frais de sortie. C'est un placement, limite placement de rente qu'il faut conserver de nombreuses années pour amortir les frais. C'est bien résumé. D'accord avec vous, Guillaume. Christian Fontaine, pour quel magazine déjà? Pour le Vous n'avez pas bien entendu. Je ne vais plus vous chercher alors. Christian Fontaine, Le Revenu. Le Revenu français. Ex-Revenu français. Ex-Revenu français. Pas la page là, je suis étonné. Jean-Philippe pourtant je suis moderne. Et Jean-Philippe Dubosc, le rédacteur en chef de toutsurmesfinances.com. Ça c'est moderne.com. Mais il y a le revenu.com aussi. Il y a le revenu.com. Et derrière le groupe. Mais oui. Et bfmbusiness.fr pour nous envoyer toutes vos questions. On y répond jour après jour, bien évidemment, sans langue de bois. Merci beaucoup à tous les deux. Le CAC 40, toujours en hausse de 0,33%. Restez avec nous dans un instant. Vous retrouvez Edwige Chevrillon et Guillaume Paul pour l'Orage. Très bonne journée à tous.